fantastique, on me dit qu'on peut commencer. On peut commencer. Donc bonjour à tous, je m'appelle Peggy Girardin. J'espère pouvoir parler à deux types de publics cet après-midi. Ceux qui sont passionnés de science, évidemment, mais aussi ceux qui aiment l'art, potentiellement l'art visuel, pictural. J'attends juste mon premier slide et puis ça devrait aller. C'est une inauguration aujourd'hui, hein, vous le savez. Voilà, c'est bon. Je ne l'ai même pas reconnu. Donc aujourd'hui, nous allons regarder de plus près ce que peut nous apprendre les œuvres d'art picturales qu'on trouve au musée des Beaux-Arts, qu'on trouve dans tous les musées. Plus précisément, un certain type d'art, pas tous, évidemment. Ce qui m'intéresse, moi, dans l'art, et je ne vais pas parler de moi personnellement pendant toute la conférence, évidemment, hein, mais en tant que neuroscientifique, il y a des indices, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes lorsqu'on va au musée des Beaux-Arts et lorsqu'on regarde des œuvres. Ces œuvres nous disent beaucoup sur nos représentations mentales et ces œuvres nous disent aussi la façon dont on perçoit le monde. Je pense que vous êtes un peu sceptique parce que ce qu'on voit souvent dans les œuvres semble bien la projection mentale du peintre plus que la réalité. C'est aussi parce qu'on a tous notre propre interprétation, mais il y a quand même des similarités universelles pour tous ceux qui ont deux yeux qui fonctionnent normalement et un cerveau en bon état. Levez la main. Bref. Je pense surtout que lorsque vous pensez à l'art, vous pensez à l'artiste, et vous pensez à toutes ces spécialités qui, j'espère, s'affichent correctement ici. Vous pensez à ces expertises de portraitistes, d'aquarellistes, de coloristes, de paysagistes. Vous pensez à énormément de choses. En fait, l'évocation de l'art et le regard du peintre vous évoquent énormément de choses. Seulement, moi, je vais m'arrêter sur son expertise, et son expertise visuelle, son expertise dans la représentation visuelle. Et cette représentation, elle est née aussi, elle est experte aussi parce que le peintre dessine activement, il peint. Et c'est cette tâche aussi qui est très intéressante pour les neuroscientifiques. Pourquoi ? Parce que vous pensez bien le nombre incalculable d'interactions qu'il y a entre l'œil et la main pour avoir un dessin précis. Pour ceux qui dessinent, acquiescez. Il y a le nombre de mouvements des yeux aussi entre le modèle et le support. Il y a aussi l'observation du modèle, la sélection des détails pertinents à dessiner. Et c'est bien ce mot « détail pertinent » qu'il va falloir retenir dans votre mémoire, dans votre tête pour la suite. Donc en fait, nous avons des interactions sensorimotrices, des imageries mentales, des représentations en 3 dimensions. Nous avons besoin de la mémoire, de l'attention. Tous ces termes-là sont des termes qui sont étudiés en neurosciences. Chacun d'eux peut être le sujet d'une vie d'un chercheur. Même le mouvement des yeux. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les mouvements des yeux. Donc lorsqu'on parle de dessin, on ne parle pas de quelque chose d'amusant comme ça, de distrayant. C'est absolument tout le cerveau qui est activé, tout le cerveau en action. Et c'est littéralement cette interaction qui va certainement générer des représentations mentales expertes de l'artiste. D'abord, l'expertise du peintre, celle-ci, c'est souhaitant peindre ce qu'il perçoit. D'accord ? Je ne parle pas de l'art abstrait. Je parle de ce que l'on aimerait recopier, de ce que l'on voit. Et pour cela, pour nous, en tout cas pour certains neuroscientifiques, cette action, cette peinture, est vraiment un témoignage crucial sur la manière dont nous nous représentons le monde. Et vous allez voir que le cerveau, à chaque instant, compare, pèse et interprète absolument tout ce qui l'entoure à chaque étape et à chaque seconde, à chaque milliseconde même, je dirais. Donc notre vision n'est pas passive, elle ne traite pas l'information, elle est extrêmement active. C'est pour ça que j'ai intérêt à vous faire bonne impression à chaque seconde.
tout peut s'écrouler. D'abord, il y a certaines règles que les peintres ont apprises lorsqu'ils ont voulu représenter les fresques qui leur étaient demandées. C'est la relation à la distance vis-à-vis de l'œuvre. Nous avons évidemment des limites qui sont liées certainement à notre œil. D'accord ? Nous voyons moins bien lorsque c'est loin et beaucoup mieux lorsque c'est près. Pas trop près, mais près. Et ça, Vasari l'a très bien su. Lorsqu'il a peint sa fresque, j'espère que vous la voyez suffisamment bien, parce que le soleil ici est un peu notre ennemi, il le savait, lorsque l'on monte les 414 marches jusqu'au dôme de la fresque, à Florence, on voit qu'en fait, les traits de la fresque sont extrêmement grossiers. Très grossiers. En fait, il ne devait pas être très doué, en fin de compte, ce n'était pas la peine. Précisément pour les précisions du dessin. Par contre, il devait à chaque fois certainement descendre les marches, voir comment ça s'était représenté, puis remonter. Voilà, donc on a quand même des contraintes perceptives que nous partageons absolument tous. Ces contraintes aussi ont amusé Dali avec cette œuvre. Je ne sais pas si vous connaissez le buste de Voltaire. Ici, nous avons un buste, mais aussi des personnages. Vous pouvez voir l'un, vous pouvez voir l'autre, selon si vous vous éloignez ou si vous vous rapprochez. Et ça, c'est lié aux fréquences spatiales. Terme scientifique, terrible. Pas du tout. C'est rien de compliqué. Les fréquences spatiales, c'est simplement le fait qu'il va y avoir des points noirs et blancs, les uns à la suite de l'autre, très rapprochés, et qu'il faut être prêt pour les voir. On appelle ça les hautes fréquences spatiales. En revanche, lorsqu'on recule, on ne les voit plus. Il faut que ces points-là s'écartent les uns des autres. D'accord ? Et c'est typiquement ce que Dali nous s'amuse avec, nous montre. Si l'on revient à cette œuvre, voilà ce que ça donne en basse fréquence spatiale, donc l'œuvre dans son ensemble que nous voyons. Et voilà ce qui se passe avec les hautes fréquences spatiales. Donc ceux qui sont un peu loin avec des lunettes de soleil, j'imagine qu'il va falloir faire preuve d'imagination, mais nous voyons les détails des personnages. D'accord ? Donc nous avons quand même des limites visuelles et nous voyons selon si l'on est prêt. Là pour l'instant je ne vous apprends rien. Simplement je vous apprends que c'est étudié aussi en neurosciences. D'accord ? Nous faisons attention aussi à ça. Un des grands exemples, c'est la Joconde. Et la Joconde, pour avoir justement pour empêcher les traits de pinceau, Léonard de Vinci a utilisé la technique du sfumato. Alors, vous voyez, je ne suis pas du tout experte en art, mais c'est cette technique qu'il a employée pour enlever les traits de pinceau. Et il y a une grande chercheuse en neurosciences, au début des années 2000, qui s'est intéressée à cette peinture, comme beaucoup en fait, de chercheurs en neurosciences spécialistes de la vision. En fin de compte, beaucoup sont assez attirés par l'art. Ils sont assez motivés à regarder les œuvres artistiques. Et cette chercheuse a publié dans un excellent papier scientifique très reconnu, très respectable en sciences, sur le fait qu'elle avait expliqué le sourire énigmatique de la Joconde. Ce sourire énigmatique, en fait, était lié aux hautes et basses fréquences spatiales. Il faut savoir que les détails, les hautes fréquences spatiales, sont vus dans la fovea de la rétine. Et plus on s'écarte de la fovea de la rétine, donc sur la périphérie, et moins on voit bien, et on voit les basses fréquences spatiales. Et elle nous a expliqué que lorsque l'on regarde les détails des yeux de la Joconde, du coup, nous voyons les basses fréquences spatiales pour le sourire. Et ce sourire apparaît plus ou moins sérieux ou plus ou moins coquin, comme on dit. Voilà. Donc en fait, elle expliquait que c'était simplement un mécanisme visuel qui expliquait le sourire énigmatique de la Joconde, avec ses hautes et basses fréquences spatiales. Maintenant, nous allons parler un petit peu de couleurs, parce que si on parle de peinture sans couleur, c'est pas très représentatif, et surtout lorsqu'on considère les impressionnistes et les pointillistes. Ici, nous avons une vue de Signac. Et vous voyez certainement ces couleurs violettes, vertes, etc. Seulement, vous savez, si vous êtes passionné des pointillistes, qu'il s'agit de simplement de tout petits points. Ces petits points ne sont ni violets, ni verts. C'est juste le fait qu'ils soient rapprochés les uns des autres, les bleus et les jaunes, ou les bleus et les rouges, qui donnent cet aspect de la couleur. Et le système visuel fait exactement ça. Soit il va distinguer les objets les uns des autres à partir des couleurs, ou soit il va les regrouper et les mettre ensemble.
c'est un mécanisme qui est actuellement et activement étudié. Il y a aussi un autre mécanisme en couleur qui est étudié, parce qu'on s'est rendu compte en neurosciences que la couleur était vraiment liée à un contexte. Elle était toujours sujette au contexte, toujours dépendante de la lumière. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, pas les neuroscientifiques, parce que les peintres, ils le savent tous, que lorsqu'on entoure deux couleurs identiques, avec deux couleurs différentes, elles apparaissent différemment. C'est encore plus vrai lorsque c'est complexe. C'est ce que fait le pointillisme, c'est ce que fait l'impressionnisme. D'accord ? Nous, on change le contexte en fonction des petites touches. Et ça, ce sont encore des questions en neurosciences qu'on se pose, la façon dont le cerveau procède pour regrouper ou pour décomposer. Il y a Monet, dont vous connaissez peut-être les cathédrales de Rouen, qui s'est posé aussi la question sur le soleil, la lumière et les couleurs. Il s'est rendu compte qu'elle changeait sans arrêt et qu'il devait à chaque fois changer sa palette lorsqu'il devait peindre la cathédrale de Rouen, selon si on était le matin, le soir, en hiver, en été. Eh bien, c'est ce que fait votre cerveau. Vous ne vous rendez pas compte, mais il opère une sorte de constance, une constance chromatique. C'est qu'à chaque fois que vous ouvrez un œil, vous allez interpréter la scène en fonction de son contexte lumineux, et puis vous allez attribuer des couleurs à chaque objet, et ces couleurs vont bien rester en mémoire, parce que comme elles changent tout le temps, comme on le voit en art, eh bien, votre cerveau va le contextualiser, l'interpréter, le mémoriser, pour que les fraises restent bien rouges, les bananes bien jaunes. Ça, les scientifiques aussi étudient cette question, sauf que leurs dessins et leurs photos sont beaucoup moins, on va dire... Bref, c'est pas du tout de l'art, on est bien d'accord. Mais lorsqu'ils comparent la lumière du jour en été, en hiver, ou plutôt aujourd'hui, ou pas en hiver forcément, mais ici en hiver, eh bien, nous avons nous avons l'idée que ces fruits ont la même couleur, mais si on enlève le contexte, on se rend compte que ces fruits, par exemple l'orange, a une couleur très différente selon la lumière qui a été exposée sur elle. D'accord ? Donc ça, le cerveau opère une constance. Et cette partie du cerveau qui traite de la couleur, on sait où ça se trouve. On pense que c'est lié à une partie du cerveau qui est ventrale, qui est à ce niveau-là en fait. Il y a une partie dorsale qui passe ici, une partie ventrale. Et cette partie ventrale est intéressée à la couleur, aux effets du contexte de la couleur, mais aussi aux détails, à la précision, aux objets, au visage. On a des groupes de neurones entiers qui sont liés à la perception et à la catégorisation des visages. Des petits groupes. Et ça, on peut le voir dans une IRM. On peut le voir s'activer. C'est très rigolo. Donc, on a cette voie ventrale, mais aussi, on a une autre voie, une voie dorsale. Le cerveau, en fait, catégorise tous les indices visuels. Et il le catégorise aussi d'une autre manière, à un autre endroit, pour la perception du mouvement, de la profondeur et de l'organisation spatiale. Et celui-là est rapide. Alors là, on ne voit rien du tout. Ça, c'est terrible. Mais c'est une magnifique œuvre de Monet. Et dans cette œuvre, nous avons l'impression du soleil levant. Et vous avez un joli soleil or ou orange ici, et qui semble flotter dans la scène. Si j'enlève cette couleur, nous voyons en fait que ce n'est même pas un point lumineux. D'accord ? Si je la transforme en noir et blanc, ce n'est même pas un point lumineux, c'est juste de la couleur. Et c'est pour ça qu'il y a cette impression de flottement. C'est parce qu'elle est traitée par une partie du cerveau qui ne s'intéresse pas à la profondeur et qui ne s'intéresse qu'à la couleur et aux détails. Ça, Monet devait le savoir, quelque part. Van Gogh, lui, le savait définitivement. Il est extrêmement connu pour ses applications colorées, ses couleurs très flashy, orange, bleu, etc., jaune. Pourtant, lorsqu'il veut représenter le relief d'un visage, si je transforme cette image en noir et blanc, vous voyez que les règles de la diffusion de la lumière sont respectées. Les caractéristiques du visage les plus claires sont bien plus claires. Ce n'est pas la couleur qui donne l'information de l'espace et de la profondeur. Et Matisse aussi, il sait très bien. Okay ? Il essaie de donner une petite perspective ici avec la chaise. C'est tout. Ce sont des aplats de couleurs très vifs. Et pourtant, ces aplats
qui sont très vifs et très distingués, ne donnent aucune information sur la profondeur. Tout semble, d'ailleurs il est très connu pour ses aplats de couleurs, tout semble vraiment très plat. La couleur n'est pas un indice pour la profondeur. Elle est traitée dans un autre espace, dans notre cerveau, d'accord, dans une autre partie. Maintenant, il y a une autre chose que votre cerveau doit reconstruire, à chaque instant. C'est la perspective. Est-ce que quelque chose vous gêne ici ? Je ne tousse pas parce que je suis particulièrement émue par cette œuvre, mais parce que j'ai certainement quelque chose du pollen qui est arrivé dans ma gorge. Mais ici, il y a quelque chose qui devrait vous perturber, c'est le manque de perspective. Tous les objets, tous les personnages semblent flotter les uns sur les autres. Car la perspective, en fait, c'est quelque chose qui est construit. C'est construit par votre cerveau comme Sherlock Holmes. En fait, il faut savoir qu'il y a même des modèles en neurosciences qui étudient ce principe de Sherlock Holmes. Alors attendez, ne dites pas les neuroscientifiques étudient Sherlock Holmes, ce n'est pas ce que je veux dire. Ils étudient le fait qu'à chaque instant, à chaque seconde, votre cerveau, à partir de très peu d'indices, reconstruit et déduit absolument tout. Alors quand je dis absolument tout, c'est peut-être pas vraiment vrai, mais pratiquement tout. D'accord ? Puisqu'on parle même des effets de la couleur, des effets du contexte, la représentation en 3 dimensions, si vous aimez ma présentation ou pas. Donc voilà, on déduit absolument tout. Et ces déductions sont vraiment faites pour plein de paramètres qui sont reconstruits par votre cerveau. La perspective, la texture, la position de la lumière, les gradients de lumière, le contexte, la stéréotopsie, c'est le fait de pouvoir voir avec les 2 yeux, hein, on fait un effet de profondeur. Et puis, les mouvements relatifs aussi, les mouvements qui sont plus ou moins rapides selon si c'est plus ou moins rapproché de soi, etc., etc., etc. Tout est reconstruit. Et juste pour essayer de vous convaincre un petit peu de cette reconstruction, ici, nous sommes avec Sherlock Holmes, enfin de la série Sherlock, au musée des Beaux-Arts, dans un des couloirs, et très élégant. Je l'ai positionné ici parce qu'évidemment, je ne l'ai pas rencontré au musée des Beaux-Arts. C'est un trucage. Mais si je le mets ici, alors il faut que ça marche, voilà. Vous allez peut-être avoir l'impression qu'il est énorme. Pourtant, la taille est vraiment similaire à sa première position. C'est une illusion qui est expliquée par les scientifiques, par le fait que vous allez interpréter tout, et donc que le contexte est très important. Le contexte est important. Ici, vous avez déduit qu'on était dans un couloir. Si mon image de Sherlock Holmes était à cette position-là, vous avez déduit en fait qu'il devrait être de cette taille-là. D'accord ? Vous reconstruisez tout alors qu'ici, on a une image en 2 dimensions. C'est très puissant. Par contre, il y a aussi d'autres choses pour lesquelles on est un peu moins sensible. Par exemple, l'ombre, on s'en fiche un peu. Alors quand je dis qu'on s'en fiche un peu, c'est que évidemment, si l'ombre est déconnectée de l'objet, cet objet vole. Donc pas pour tout, on ne se fiche pas de tout non plus. En revanche, la direction de l'ombre, ça, on n'est pas très pertinent. Par exemple, dans ces œuvres-là, que vous ne voyez certainement pas très bien à cause de la lumière, toutes les ombres sont fausses. Toutes. Ici, en fait, si on peut voir un détail, si vous faites un peu de physique, vous verrez que les rayons de la lumière sont complètement multiples. Donc c'est absolument faux. C'est impossible qu'il y ait une ombre qui existe comme ça. Pourtant, on ne le note pas. Il y en a beaucoup des fautes comme ça. Une dernière œuvre aussi qui montre qu'il y a plusieurs ombres qui vont dans des sens différents. Mais ça ne nous gêne pas trop. Un expert va le voir, évidemment, mais sinon, ce n'est pas très important. Et c'est ça qui intéresse les scientifiques. C'est les détails qui sont pertinents, la représentation de 3 dimensions, où se trouve l'objet par rapport au contexte, mais par contre, il y en a d'autres qui s'en fichent un petit peu. Et ça, c'est assez rigolo, et ça montre bien aussi qu'on interprète absolument tout, puisqu'on ne distingue pas tout. Ici, par exemple, c'est un excellent exemple de Velázquez, où le visage de la jeune femme est reflété par le miroir, mais c'est impossible. Physiquement, impossible. Pourtant, ça ne nous gêne pas tant que ça. Et d'ailleurs, il y en a peut-être certains qui vont dire « mais si, je pense que c'est possible ». Mais non, impossible physiquement. Ça ne dérange pas notre cerveau. Donc voilà. Par contre, il y a des choses qui sont importantes pour notre cerveau, et ça, c'est la représentation de la lumière.
les hypothèses qu'il émet sont importantes pour lui en ce qui concerne la lumière. On va retourner au musée des Beaux-Arts, c'est la dernière partie de ma présentation, où j'ai photographié ces hiéroglyphes. J'espère que ça va marcher ici. Mais voilà, donc vous voyez certainement les différents hiéroglyphes qui sont encastrés, qui sont vraiment bien encastrés dans la pierre. Maintenant, je retourne simplement la photo. Voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas l'air un petit peu rebondis cette fois-ci? J'ai rien fait, j'ai juste retourné la photo. D'accord? Première photo. Là, ils ont l'air d'être concaves. Deuxième photo. Rebondi, convexe. Eh bien, c'est vraiment l'exemple typique que votre cerveau interprète tout et tous les détails pertinents pour reconstruire les objets. Là, vous êtes en train de voir des choses, mais vous êtes surtout en train de les interpréter. Parce que l'utilisation de la position de la lumière pour votre cerveau est très importante. Et selon où elle est placée, vous allez voir les objets plus ou moins en profondeur. Il y a aussi autre chose qui est intéressant de noter dans les œuvres, c'est que depuis la Renaissance, on se rend compte que les visages sont éclairés par en haut à gauche. Et les scientifiques avec lesquels je collabore ont trouvé que les objets paraissaient encore plus en profondeur, encore plus convexes, selon s'ils étaient éclairés par le haut et la gauche. On ne sait pas pourquoi, on l'a juste prouvé. Et depuis la Renaissance, tous les portraits, ou beaucoup de portraits, 80%, sont éclairés par le haut à gauche. Parce qu'il y a quelque chose de spécial avec les portraits. Il y a quelque chose de spécial avec les visages. On est des super puissants à reconnaître, à détecter les visages, les reconnaître, les identifier, pour peu qu'on n'ait pas de maladie vis-à-vis de ça. Par exemple, ce n'est pas une œuvre, je vous montre deux visages. Il y en a un qui paraît plus en profondeur que l'autre. Vous seriez d'accord avec moi que c'est celui de gauche. Celui-là paraît plus plat. Celui de gauche est éclairé par en haut à gauche. Celui-là, on ne sait pas trop s'il est éclairé par la droite. En fait, ce n'est absolument pas un visage convexe, c'est juste un masque. On a le masque en profondeur. Seulement pour votre cerveau, c'est très dur de considérer un visage qui ne soit pas convexe. Un visage renversé, c'est impossible. Donc la première hypothèse qu'il va vous suggérer tout de suite, c'est que non, c'est forcément un visage plus plat, ou il est éclairé ailleurs, etc., etc., etc. Vous allez trouver toutes les raisons possibles pour expliquer que non, ça ne peut pas être un visage concave. D'accord ? Et ça, c'est deux exemples, un à gauche pour les chercheurs, qui est très, très pertinent, pour vous montrer que même si vous le savez, c'est très dur de... Alors... Évidemment, comme je ne vois rien, je ne peux pas... Si quelqu'un peut m'aider, c'est parce qu'en fait, je ne vois pas la petite souris. Ce sont des mouvements. Ah, voilà. Alors, ouais, vas-y, stop, vas-y. Clique. Voilà. Donc, regardez ce masque. Il tourne. C'est un masque concave, un vrai masque, et pourtant, vous ne pouvez pas le voir concave. Vous ne pouvez pas voir que c'est un masque. C'est impossible, d'accord ? C'est votre cerveau qui suggère ça. J'en ai un deuxième. C'est le dernier. À droite, c'est un vrai masque dans une vraie scène. Charlie Chaplin. Voilà, super, c'est dessus. Tu cliques. Encore. Tu peux cliquer. Ah, zut. Ah non. À l'essai, ça marchait très bien. Vous pourrez voir sur mon site, je le mettrai en vidéo, ce masque marche très bien. C'est-à-dire que vous savez que c'est un vrai masque, vous savez qu'à l'intérieur, ce n'est pas Charlie Chaplin, et pourtant vous allez le voir en convexité. Parce que votre cerveau va suggérer sans arrêt que c'est impossible qu'il soit concave. D'accord ? Donc, la question que se posait Magritte, c'est est-ce qu'on peint la réalité ? Est-ce qu'on peint ce qu'on voit ? Eh bien, ce n'est pas pareil, justement. Effectivement, les peintres sont un merveilleux témoignage pour les scientifiques parce qu'ils peignent réellement ce que l'on se représente et ce que notre cerveau suggère constamment. Tout ce qu'il a appris est perçu par les peintres aussi. Donc,
notre vision, j'espère vous avoir convaincu qu'elle est active, elle n'est pas passive, que nous sommes tous des Sherlock Holmes à chaque instant et à chaque seconde, qu'un environnement sans cesse changeant, en fin de compte, tous les indices que vous avez vus, le changement de la lumière, des couleurs, constant, c'est tout plein d'informations. Même le simple fait que vous bougiez les yeux, vous devriez avoir une instabilité monstre, vous le savez, avec vos iPhones, les caméras, etc. Et pourtant, votre cerveau, lui, il a appris, il s'adapte et il stabilise tout. C'est un processus extrêmement complexe qu'on n'a pas encore tout à fait compris. Et il doit donc extraire des règles et des lois pour essayer de suggérer des modèles pertinents, d'accord ? Le visage est comme ci, le visage est comme ça. Et juste une petite déviation, l'artiste, lorsqu'il veut sculpter, lorsqu'il veut peindre, dessine énormément. Et une piste dans cette recherche sur l'art serait de comprendre les mécanismes du dessin, parce que le dessin, ce n'est pas rien. C'est la représentation très précise, une sorte de modèle, en fin de compte, qui serait de haut niveau, une sorte de modèle qui dirait, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça. Autre chose que la couleur, la lumière, etc. Et tous les artistes doivent dessiner intensément avant de créer leur œuvre. Et ça remonte vraiment aux origines, d'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on a en nous et quelque chose qui est partagé par chacun d'entre nous et très tôt. Donc voilà, c'était une petite déviation, mais c'est évidemment une autre histoire. Et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Perry Girardin. Alors, on a le temps et la chance de pouvoir poser des questions. Donc, surtout, n'hésitez pas, c'est l'occasion pour creuser un axe de la conférence, soit que vous n'auriez pas compris, soit au contraire qui vous a beaucoup intéressé et pour lequel vous voudriez cuisiner un petit peu Peggy. Voilà. N'hésitez pas. Alors, par contre, attendez bien le micro. Comme on enregistre tout, il faut qu'on enregistre aussi votre question. Merci. Je voudrais savoir comment Dali a fait pour peindre le buste de Voltaire. Est-ce qu'il connaissait les techniques dont vous venez de nous parler ou comment est-ce qu'il a pu procéder ? C'est une très bonne question. Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas le savoir pour vous répondre. En revanche, j'imagine que lorsqu'on cligne des yeux, on enlève la précision des hautes fréquences spatiales, ou quand on recule, donc il devait certainement faire des allers-retours avec ses œuvres, mais je ne peux pas vous renseigner là-dessus. Un spécialiste de l'art pourrait vous renseigner là-dessus. Alors, une question vers... Moi j'ai une question, c'est expérimentalement, comment on fait pour travailler en fait et comprendre comment les artistes se représentent les choses ? Ça c'est une question pertinente aussi. C'est une difficulté parce qu'on a besoin de réplication. Donc quand on étudie une vision saine, pas des visions chez les patients, on est obligé d'accumuler énormément de sujets, énormément de cobayes. Et donc, si on part du principe que les artistes ont quelque chose de spécial, il va falloir former un groupe d'artistes. Et on va leur demander en fait de faire des tâches très précises. Une possibilité serait, par exemple, de mettre chacun des artistes par rapport à un groupe contrôle en train de dessiner dans un scanner et de voir les zones qui s'activent et si elles sont semblables ou pas avec celles qui sont activées par un amateur, par exemple. De voir comment le cerveau procède. C'est un modèle qui est intéressant parce que je pense que comme pour les footballeurs, par exemple, qui ont appris un geste, je compare les artistes avec des footballeurs, je sais que mais c'est pop science, ok ? Donc, qui sont hyper experts pour le lancer de ballon. Ils ont développé toute une configuration dans leur cerveau très très experte pour faire ce type d'effort. Et les actions comme celle-ci, les sportifs de haut niveau, ont été largement aussi étudiées à Lyon pour voir justement jusqu'où leur expertise allait. Et ce serait vraiment intéressant de faire la même chose pour les artistes. Ah, il y a une question par là. Vous avez montré dans votre présentation beaucoup de modèles de vision et de façon dont le cerveau perçoit. Est-ce qu'on en est au point de pouvoir avoir une simulation, un modèle mathématique qui recrée virtuellement
le fonctionnement de l'œil et comment le cerveau interprète? Il y a énormément de modèles qui recréent effectivement la variabilité qui sont liées justement au contexte, mais pas tous les contextes. C'est cette question de contexte qui est difficile, justement. Pour, par exemple, les caméras qui reconnaissent les visages, pour tout ce type d'instruments qu'on aimerait justement créer pour pallier à la surveillance ou autre, elles sont limitées par notre connaissance. Et donc, pour l'instant, les modèles mathématiques restent à un niveau d'hypothèse. Voilà, on en est encore à la modélisation et pas à l'application pour beaucoup de sujets qui sont liés au contexte. Alors, est-ce qu'il y a encore une autre question? Alors, toujours Monsieur Lama. Oui, donc aussi, concernant du coup le fonctionnement et l'activation du cerveau lorsqu'il remet en perspective et il essaie de comprendre, enfin, de remettre en contexte le monde qui l'entoure, est-ce que pour l'instant on s'intéresse juste aux zones du cerveau qui s'activent ou on essaie d'aller vers des mécanismes un petit peu plus précis dans la compréhension et ce qui se passe vraiment du coup à un niveau pas que activation des neurones et IRM mais encore plus précis, donc peut-être des cascades d'activation ou des choses comme ça. Ouh là là, alors plus précis qu'un neurone. Ben, ce qu'il y a en dessous, les neurones, ils ont des récepteurs qui permettent de faire passer l'information. Est-ce qu'on en est à ce niveau-là ou est-ce qu'on est toujours sur de l'étude IRM pour cerner les zones qui s'activent? En fait, c'est une bonne question, mais au début, je n'étais pas très sûre. Je plaisante. Oui, il y a, dans le cerveau, il y a deux types d'informations cruciales à connaître lorsqu'on fait des neurosciences. C'est les neurones et l'information qui est transférée des neurones les uns aux autres. D'accord, les câbles, en fait, les synapses. Et effectivement, on peut passer sa vie à étudier les groupes de neurones, les activations, mais aussi, il serait très intéressant de voir le transfert d'informations par où il passe par les câbles. Et ça, c'est un autre type d'étude, mais il y a énormément de scientifiques qui collaborent entre eux avec leurs différentes expertises, justement. C'est aussi ce que je fais moi actuellement. Je collabore avec des super forts en lien anatomique, en synapse, en connexion en fait corticale, pour essayer de comprendre comment vont dialoguer ces groupes de neurones entre eux pour se représenter le monde visuel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je vous remercie. Je vous propose de remercier encore une dernière fois Peggy Girardin. Et puis, juste pour vous dire que tout ce que vous voyez sur le festival est filmé et qu'on le postera sur la nouvelle plateforme PopScience, qui est du coup ce nouveau site internet portail, qui vous donnera de l'information sur toute l'actualité de culture scientifique et technique sur Lyon. Tout ce qui se passe dans les laboratoires de recherche de l'Université de Lyon, qui regroupe donc toutes les grandes écoles, les universités du territoire.